Rumeur de dissolution de l'Assemblée nationale ou de remaniement ministériel. Les contacts se multiplient entre le gouvernement et sa majorité. La Mecque, le dernier bilan de l'incendie qui a ravagé un camp de pèlerins musulmans est de 250 morts et plus de 2000 blessés. 11 ans après la catastrophe de Tchernobyl, un village des Vosges s'inquiète de la radioactivité toujours présente dans son environnement. Sport, cyclisme, victoire de l'Orange à la Berre dans la Flèche Wallonne. Madame, monsieur, bonsoir. L'incendie qui s'est déclaré hier soir dans un campement de pèlerins musulmans autour des lieux saints de la Mecque en Arabie Saoudite a fait au dernier bilan 250 morts, plus de 2000 blessés. C'est une bonbonne de gaz servant à faire la cuisine qui a explosé, entraînant une autre série d'explosions en chaîne et un incendie que les secours ont eu beaucoup de mal à maîtriser étant donné la concentration de pèlerins dans cette zone, environ 2 millions pendant la semaine de pèlerinage. Thierry Tuillier. Ils n'ont pas renoncé à leur pèlerinage, même si en chemin tous ont en tête le drame d'hier. L'ascension du mont Arafat, pour tout musulman, c'est le moment fort du voyage à la Mecque. Alors ils sont plus de 2 millions à être venus, comme chaque année, implorer le pardon de Dieu sur cette colline où Adam et Ève se seraient retrouvés après avoir été chassés du paradis. À une dizaine de kilomètres de là, dans la vallée de la Mina, où l'incendie a fait près de 250 morts et 2000 blessés, bilan encore provisoire, de nouvelles tentes ont commencé à remplacer les 70 000 partis en fumée hier. Le gouverneur de la région affirme que l'incendie n'est pas criminel, mais bien accidentel, consécutif à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Le feu s'est rapidement propagé, les tentes surpeuplées sont ici côte à côte. La configuration des lieux a compliqué le travail des secours saoudiens. Ils n'ont pu parer qu'au plus pressé. Beaucoup des victimes, la plupart indiennes et pakistanaises, ont été brûlées très gravement. Et les autorités s'attendent à une aggravation du bilan dans les prochains jours. La Mecque est le premier lieu saint de l'islam où chaque musulman pratiquant se doit de se rendre au moins une fois dans sa vie. Chaque année donc, à pareille époque, 2 millions de pèlerins environ se rassemblent, ce qui pose aux autorités saoudiennes d'importants problèmes de sécurité, comme en témoigne ce document. Philippe Rochaud. En sandales et portant l'ihram, ce vêtement blanc sans boutons en signe de pureté, ils sont plus de 2 millions à venir ici chaque année, accomplir le 5e pilier de l'islam. Un casse-tête pour les autorités saoudiennes qui ont dû établir des quotas de pèlerins par pays. Il a fallu créer un ministère du pèlerinage avec des employés spécialement chargés de suivre les pèlerins. On a peur des clandestins et des terroristes. La grande mosquée de la Mecque est placée sous haute surveillance 24 heures sur 24. L'Arabie n'oublie pas la prise d'otages de 79 qui a fait 150 morts et les manifestations des islamistes iraniens où 400 pèlerins ont été tués. Les organisateurs du pèlerinage doivent aussi compter avec ces malades qui veulent toucher la pierre noire sacrée avant de mourir. Il faut aussi surveiller l'aération des tunnels qui relient les différents lieux saints. Une panne du système de ventilation avait provoqué l'asphyxie de 1400 pèlerins. L'un des temps forts du pèlerinage, c'est la lapidation symbolique de Satan. C'est pour ce rite que les centaines de milliers de pèlerins dorment à Mina, dans ces tentes qu'ils louent aux organisateurs du pèlerinage. C'est là que l'incendie a éclaté. Les pompiers de la Mecque, formés spécialement en Occident, tout comme les policiers qui surveillent le pèlerinage, n'ont pu intervenir à temps à cause de la foule qui chaque année déborde la ville sainte pendant le mois sacré. C'est un nouveau coup dur pour la monarchie saoudienne, car elle sait que pendant la semaine du pèlerinage, le monde musulman a les yeux tournés vers la Mecque. Ce document, dans sa totalité, sera prochainement diffusé dans l'émission La 25e heure sur France 2. Un incendie criminel cette fois-ci. La nuit dernière, c'était au Portugal, à Amarante, dans le nord, une discothèque a brûlé, faisant 12 morts, 14 blessés. C'est un commando de 3 hommes cagoulés qui est entré dans la discothèque. Ils ont arrosé les lieux d'essence avant d'y mettre le feu. Les portes des issues de secours étaient bloquées. On pense à un règlement de compte entre propriétaires de boîtes de nuit. En France, les députés discutent actuellement du projet de loi contre l'exclusion sociale. L'opposition reproche au gouvernement la faiblesse des moyens financiers engagés. Le Premier ministre, lui, parle d'une loi d'encadrement qui ne doit pas se substituer aux initiatives privées ou locales. Premier exemple, la Poste. Pour tous ceux qui sont privés de compte en banque
les mandats postaux sont un moyen de paiement qui reste très utilisé, 14 millions par an. Et très prochainement, ces mandats postaux pourront être honorés dans n'importe quel bureau de poste. Reportage Philippe Bisserias, Jean-Paul Chausset. Il vient ici une fois par mois pour payer son loyer et pour retirer ses allocations chômage. Jacques Jéguer a 58 ans, sans travail depuis 4 ans. Pas exactement le genre de personnage dont raffolent les banques. C'est parfait. Et pourquoi vous envoyez pas un chèque? Ah, parce que on peut répondre franchement, interdit. Il n'y a plus de droit. Ils veulent plus de moi. Moi, aujourd'hui, je me débrouille avec le minimum et je paye en liquide. Voilà. Comme Jacques, plus de 2 millions de personnes en France sont interdites de chéquier, des chômeurs pour la plupart. Un chiffre en constante augmentation. La Poste reste pour elles le seul endroit où elles peuvent verser et recevoir de l'argent. Ailleurs, ils sont rejetés, chez nous pas. Ils peuvent continuer à payer. Et pour vous, c'est important? Très important. La Poste est encore un service public, heureusement. Jusqu'à présent, le destinataire ne pouvait retirer son argent que dans le bureau de poste où son mandat avait été envoyé. Pour simplifier la procédure, la Poste teste à Chartres un nouveau système informatique bientôt généralisé dans toute la France. Il permettra aux usagers d'aller chercher leur mandat dans n'importe laquelle des 17 000 agences du pays, sans rendez-vous. Simplifié, mais toujours aussi cher. Un mandat coûte 30 francs environ à l'expéditeur, une grosse somme pour des gens souvent en difficulté. Second exemple concret, en Alsace, une législation particulière permet aux familles surendettées de se déclarer en faillite personnelle. Et une association aide les imprudents qui se retrouvent dans une situation de non-paiement de crédit à gérer au mieux ce moment très difficile. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Alors le commerçant nous a offert le coffre à jouets, la literie, le tout, la chambre à coucher complète nous est revenue à 35 000 francs alors que vous le trouvez à 7 000 francs dans un simple magasin. Et là, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer comme ça. Et puis, suivront trop rapidement un réfrigérateur, un four, une télé. En tout, 150 000 francs de crédit facilement accordés pour 4 700 francs de salaire mensuel. Les gens qui viennent vous proposer ces choses-là n'en ont rien à foutre. Eux, s'ils ne récupèrent pas leur argent par les traites, ils le récupéreront par voie de justice. Hein. C'est ce qui s'est passé chez nous. Hein. Irresponsables ou crédules, les familles alsaciennes jouissent pourtant quelquefois d'une dernière chance, la faillite civile. Une loi inscrite dans ces vieux livres de droit datant de 1870, l'occupation allemande, et qui permet encore aujourd'hui au tribunal de Strasbourg d'annuler l'ensemble des dettes d'une famille alsacienne, comme on le fait déjà ailleurs pour un artisan ou un commerçant en faillite. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la pauvreté dans des parties importantes de la population, on constate que c'est la seule solution. Alors parfois on s'étonne que le droit local subsiste sur certains points. On peut aussi s'étonner à l'inverse que le régime de faillite civile qui répond si bien à cette situation-là n'ait pas été étendu au contraire à l'ensemble du territoire. La faillite civile, une loi d'origine allemande qui a déjà sauvé d'un naufrage promis des dizaines de familles alsaciennes. Cette année, l'association Crésus Alsace qui vient en aide aux familles a instruit plus de 800 dossiers. Pour l'instant, seule une dizaine de cas, les plus extrêmes, ont été déclarés en faillite civile. Oui, je pense qu'il faut une sorte de formule de rédemption afin que les gens puissent de nouveau se mettre debout et avec tout ce qu'ils ont appris dans leur expérience vraiment douloureuse. 100 000 foyers français surendettés recensés en 96 et l'année 97, paraît-il, qui s'annonce encore bien pire. La faillite personnelle, une loi pour l'instant uniquement alsacienne et mosellane, dont voudraient bien profiter demain des milliers d'autres familles françaises. À Nice, le commissaire du gouvernement a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté anti-mendicité que le maire de la ville, M. Jacques Perrat, avait pris l'année dernière. La décision sera rendue dans 2 semaines. Le maire a décidé de se conformer au jugement qui sera prononcé. Il y a 11 ans, un des réacteurs de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl en Ukraine explosait, lâchant au-dessus de l'Europe un nuage radioactif. La France n'était pas épargnée et 11 ans plus tard, tout un village des Vosges, Saint-Jean-d'Ormont, vit dans la peur d'une présence de radioactivité en relation avec cette explosion. Des contrôles vont être effectués. Reportage Jacques Cardoz, José Boulestex. Un sanglier à propulsion nucléaire dans la région, la blague n'a duré qu'un temps.
Car depuis ce 30 novembre, jour de chasse mémorable, où l'on a découvert après expertise un gibier contaminé, la population du village a voulu en savoir plus. Et les habitants de Saint-Jean-d'Ormont ont enfin obtenu ce qu'ils réclamaient. Aujourd'hui, c'est visite médicale pour tout le monde. Donc si vous pouviez vous décaler légèrement pour que vous soyez bien votre manteau soit bien voilà. Un par un, les 200 habitants subiront tous le même contrôle. Il s'agit de connaître le taux de radioactivité dans le corps. On peut dire si les gens ont de la radioactivité dans leur corps, voilà, s'ils ont été contaminés. Ça, vous êtes capable de le dire en l'espace de 10 minutes, 15 minutes? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Mais les habitants du village ont rapidement été rassurés, rien d'anormal, selon les experts. Il y a des mesures qui sont faites de façon continue sur toute la France par les services de l'OPRI. Toutes ces mesures n'ont jamais rien montré d'extraordinaire. Bon, il est possible que dans une petite région, il y ait une accumulation plus particulière. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas connaissance. On peut peut-être la suspecter avec ce sanglier, mais nous n'en avons pas connaissance. Des explications jugées insuffisantes pour ces patients d'un jour, alors même leur alimentation doit être contrôlée. Là, on nous a apporté du sanglier, du chevreuil et des champignons. On nous a apporté de la terre d'un jardin, du miel, de l'eau de source captée à 400 mètres d'une habitation, et puis de la terre. Toutes les analyses effectuées aujourd'hui ont révélé un taux négatif de radioactivité. Mais ici, personne n'arrive à comprendre pourquoi ce fameux sanglier avait, lui, été contrôlé positif. Un sondage BVA pour Paris Match et France 2. Intention de vote des Français en cas d'élection législative. 38% de voix pour l'UDF et le RPR, 28% pour le Parti Socialiste, auquel il faut ajouter les écologistes et le PC, au total 47%. La gauche l'emporterait. Donc le Front National engrangerait, lui, 13,5% des voix. La projection en sièges donne les résultats suivants. 270 députés pour l'UDF et le RPR. 257 pour le Parti Socialiste, qui, allié aux écologistes et au Parti communiste, serait majoritaire avec 284 sièges à l'Assemblée nationale. Ce sondage, comme d'autres, alimente les rumeurs d'élections législatives anticipées, démenties, mais de manière ambiguë, alors que les rencontres entre Alain Juppé et les membres de sa majorité se multiplient. Véronique Saint-Olive, Bernard Puissasson. Les rumeurs de dissolution qui fait. Ah non, je ne peux pas commenter. Puisqu'Alain Juppé ne tord pas le cou à la rumeur d'une dissolution ou d'un remaniement, il l'alimente. Et à l'Assemblée nationale, on ne parle que de ça. On y croit ou on n'y croit pas, on l'espère ou on le redoute, mais la majorité est saisie de tournis, y compris le président de la commission des lois, reçu pourtant ce matin par Jacques Chirac. À titre purement institutionnel, je ne suis pas favorable. Mais je reconnais que le président de la République est totalement libre. Je crois qu'il est bon de rendre la parole au peuple. On dit qu'il y a aujourd'hui des sondages contradictoires. Eh bien, le mieux, c'est d'aller devant les électeurs et de les laisser le juge. Une bonne chose, c'est de respecter les calendriers, sauf s'il y a des raisons valables. Et le président de la République est juge de ces raisons. Et il n'a pas fait de confidence. Alors, à défaut de confidence, on pèse le pour et le contre. Et à gauche, on teste déjà ce qui pourrait être un slogan de campagne. S'il y avait une dissolution, ce serait évidemment une dissolution pour convenance personnelle, donc une manipulation. En fin d'après-midi, à l'UDF, on devait parler programme. Mais le départ de François Léotard pour une visite impromptue à Matignon relance toutes les supputations. Il y a une réflexion du président de la République et du Premier ministre. Laissez-les conduire cette réflexion à leur terme. Pendant ce temps, à l'Élysée, les communiqués se suivent et se ressemblent. Ces rumeurs, dit-on, sont sans fondement, mais on ajoute, le président dispose d'un certain délai de réflexion. Alors comprenne qui pourra. Alors, essayons de comprendre, Charlotte Chabot, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Oui, car même si l'Élysée, Véronique Saint-Olive venait de le rappeler, répond que dissolution ou remaniement ne sont pas d'actualité, eh bien c'est vrai, le mot-clé c'est réflexion. Une réflexion est engagée, dont l'origine est la volonté d'accélérer le temps politique et 2 ans après son élection, donner un second souffle au septennat de Jacques Chirac. Alors, on connaît les arguments en faveur d'une dissolution. D'abord, le souci de déconnecter le calendrier européen du calendrier législatif français, car on est dans la phase finale de l'entrée dans l'euro, la monnaie unique, et un dérapage budgétaire
plus important que prévu, nous éloignant des fameux 3% critères imposés, obligerait à un tour de vis supplémentaire, or dans un climat social qui est toujours difficile. Ensuite, il y a la volonté de relancer les réformes, un gouvernement à la veille des législatives, on le sait, généralement immobilisé, et puis enfin, la météo, je dirais, est bonne, car si le moral des Français n'est peut-être pas encore confiant, en tout cas il est moins déprimé aujourd'hui, et le Parti socialiste, lui, ne décolle pas. Et une accélération du calendrier éviterait peut-être que les juges saisis des affaires, comme on l'a vu dans le passé, puissent être eux aussi inspirés par les échéances. Alors il y a évidemment de forts arguments contre la dissolution. Le président de la République devra évidemment la justifier. Or à plusieurs reprises il a répété qu'il respecterait les échéances électorales. Jacques Chirac ne devra pas donner l'impression d'une dissolution de commodité à des Français qui sous la Ve République sont habitués à des dissolutions justifiées par des crises sociales ou par l'élection d'un nouveau président. Enfin Jacques Chirac, s'il décide de dissoudre, se mettra ainsi en première ligne au cas où la victoire ne sera pas au rendez-vous. Alors l'autre rumeur, l'autre hypothèse, ce n'est pas la dissolution mais le remaniement ministériel. Oui, alors le remaniement, je dirais que c'est une solution classique. À quelques mois des législatives, on met tous les grands ténors des partis de la majorité dans la même équipe gouvernementale pour aller ensemble à la bataille. C'est vrai, c'est un moyen de relancer la machine politique, mais si la volonté est de créer un vrai choc, eh bien la dissolution est l'hypothèse la plus probable. Toutefois, la décision finale n'est pas arrêtée et évidemment, elle appartient au seul président de la République. Merci Arlette. Le Premier ministre a entre les mains le rapport officiel de la commission de contrôle des écoutes téléphoniques en France. Dans ce dossier, il faut distinguer les écoutes officielles de celles qui sont réalisées le plus souvent dans le cadre de la concurrence ou de l'espionnage industriel économique. Ces écoutes dites sauvages sont estimées à environ 100 000 pour la seule année dernière. Il faut imaginer que ces pratiques peuvent provoquer la faillite pour un entrepreneur. Reportage Pascal Doucet-Bon, Michel Gianoulatos. Traumatisé, Alain Oïda a été mis sur écoute il y a 7 ans. Ce sont des grésillements sur sa ligne qui lui ont mis la puce à l'oreille. Il a alors demandé un contrôle et voici ce qu'il a trouvé. Lorsque le technicien des télécoms a découvert la bretelle, on a pu constater qu'elle menait au coffret EDF et en ouvrant le coffret, car la porte était ouverte, on a découvert à l'intérieur un magnétophone de marque Sanyo. Chapeau. 1990, Alain Oïda crée une entreprise de fabrication de paillettes pour l'insémination artificielle des bovins. Mais très vite, les problèmes surviennent. Plus sa ligne de téléphone grésille, plus ses sous-traitants le lâchent. Il perd alors beaucoup d'argent et doit se rendre à l'évidence, il gêne quelqu'un. Un concurrent sait ce qu'il fait, qui il voit, le devance systématiquement et l'empêche d'entrer sur le marché. Il a essayé en fait de protéger l'hégémonie qu'il avait sur le marché en m'empêchant de débuter. Comment vous vivez le téléphone aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai toujours la psychose du téléphone. D'ailleurs, régulièrement, France Télécom vient procéder à des vérifications sur mes lignes téléphoniques. C'est malheureux à dire, mais 7 ans plus tard, j'y pense toujours. Le pire, c'est de savoir que quelqu'un, en permanence, vous viole. Et ça, c'est très très dur à supporter. Le vrai coupable n'a même pas été poursuivi. L'auteur de l'écoute, condamné, a refusé de donner le nom de son commanditaire et de toute façon, celui-ci ne risquait pas grand-chose. La France, contrairement aux États-Unis, ne s'est dotée d'aucune loi spécifique sur l'espionnage commercial. Après Genève l'an dernier, c'est à Bruxelles aujourd'hui, devant les instances européennes, que le groupe de 7 juges d'instruction chargés en Europe des dossiers les plus sensibles dans leurs pays respectifs sont venus réclamer une nouvelle fois un véritable espace judiciaire européen, leur permettant de démêler les dossiers politico-financiers très compliqués qui leur sont soumis. Parmi eux, le juge français Renaud Van Ruynbeck. Reportage Michel Fine, Dominique Merlin. Ils sont les plus grands juges anticorruption en Europe. En octobre dernier, ils lançaient à Genève un appel pour dénoncer leur impuissance à lutter contre le crime organisé. Moins de 6 mois plus tard, devant la commission du Parlement européen de Bruxelles, ils font le même constat. L'argent de la drogue a ouvert la voie il y a 20 ans. La puissance de la mafia italienne aurait dû nous alerter. Aujourd'hui, l'argent collecté par les organisations criminelles qui se développent à une vitesse fulgurante dans les pays de l'Est est recyclé
dans nos économies occidentales sans que nous ayons les moyens de le détecter. Ces juges demandent la construction d'un espace judiciaire européen, c'est-à-dire le droit de pouvoir tout simplement communiquer entre eux, d'échanger leurs informations sans passer par la voie diplomatique, sans perdre du temps. Ce genre d'espace existe déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas de ce côté de l'Atlantique? Et ça n'est pas tellement une question de savoir si c'est une utopie ou pas, c'est une nécessité. Dans moins de 3 mois, les pays européens vont se retrouver à Amsterdam. Les magistrats aimeraient que les gouvernements profitent de ce rendez-vous pour réviser le traité de Maastricht et créer peut-être un espace pénal commun. Saint-Étienne de Jouarre, en Isère, était une petite commune tranquille jusqu'au jour où l'on a découvert que l'hôtel qui servait de maison de retraite n'avait pas l'agrément des pouvoirs publics. Bref, c'était clandestin. Mais contrairement à ce qui se passe parfois, eh bien, les pensionnaires étaient très heureux, mais dans l'illégalité. Didier Guyot, Thierry Monnier. Auberge du Clos Mignot. Il y a quelques mois, cela s'appelait l'Hôtel Club de la Gare. Un hôtel qui, en fait, était devenu une maison de retraite. Des personnes âgées y étaient accueillies, nourries, soignées. Nul d'ailleurs ne s'est plaint, si ce n'est les autorités sanitaires. Car cette maison de retraite n'avait aucun agrément. C'est pourquoi la justice s'intéresse aujourd'hui à la gérante de ce lieu. Dans cet hôtel-là, qui répond aux normes hôtelières, le confort est incontestable et il est assez paradoxal que l'on puisse reprocher lui reprocher d'avoir accueilli des personnes avec un certain confort. C'est l'administration tout entière qui semble là avoir quelques scrupules. Hôtel de 32 lits, l'établissement recevait essentiellement des personnes âgées, dépendantes ou non. Des infirmiers venaient les soigner, du personnel les assistait. Le séjour était moins cher qu'en maison de retraite, mais cela se faisait en totale illégalité, qu'importe si les clients étaient heureux. Des gens en fin de vie qui se trouvent dans des chambres coquettes, très propres, avec un cuisinier qui vient le matin demander que voulez-vous manger à midi, c'était un bonheur permanent. Donc je pense que c'est écœurant et que je ne comprends pas que la DAS n'ait pas donné d'agrément parce que ces petites structures, il en faudrait effectivement beaucoup. La DAS et le Conseil général de l'Isère n'ont pas voulu prendre de risques. Les conditions n'étaient pas remplies pour être une maison de retraite officielle, alors il a fallu fermer. L'actualité internationale avec peut-être le déblocage politique au Zaïre avec la visite du chef rebelle Laurent Désiré Kabila en Afrique du Sud où il a été reçu par le président Nelson Mandela avant peut-être d'y rencontrer là-bas le maréchal Mobutu. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'avant-dernier Premier ministre a pris la fuite pour la Suisse. Le président Mobutu l'accuse d'avoir, avant son départ, pillé les caisses de l'État. Olivier Lerner. Lubumbashi, qui a retrouvé son nom d'origine, Katanga, tombé aux mains des rebelles il y a 8 jours à peine, n'a pas réservé un accueil triomphal au bras droit du chef rebelle, Laurent Désiré Kabila. Il n'y a plus de garde civile, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de barrages sur la route. Applaudissements mesurés. Les Katangais ont déjà perdu leur gouverneur, limogé sur le champ. Les méthodes autoritaires et expéditives des rebelles ne font pas recette ici où les habitants sont très attachés à leur liberté. C'est un dictateur et la dictature de Mobutu continue avec M. Kabila. Laurent Désiré Kabila rejette les appels au cessez-le-feu mais ne dit pas non aux négociations. Celui qu'on appelle déjà Monsieur le Président a pris la direction du Cap aujourd'hui, invité par Nelson Mandela, qui va tenter d'organiser une rencontre au sommet Mobutu-Kabila. Pendant ce temps, à Kinshasa, certains ont pris les devants. L'ancien Premier ministre Kengo Wadondo a quitté le Zaïre pour la Suisse après avoir, dit-on, vidé les caisses de l'État. Il y a 3 mois, nous avions rencontré un homme serein qui se moquait. Kabila, c'est un guignol. Entre les mains des Ougandais et des Rwandais. Reçu comme un chef d'État en Afrique du Sud ce soir, Kabila est plus que jamais en position de force. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait être mis en examen pour une affaire de corruption politique le mettant en cause, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. La police a fait cette demande auprès du procureur qui doit maintenant décider. Ce pourrait être l'ouverture d'une grave crise politique en Israël. En Albanie, les troupes européennes ont commencé à organiser la distribution de l'aide humanitaire, encore modeste, mais dont le rythme d'arrivée doit s'accélérer dans les jours qui viennent, notamment dans le port de Douresh, où sont arrivés ce matin les premiers cargos transportant donc de l'aide humanitaire pour les Albanais. Retour en France avec les problèmes de sécheresse qui commencent à se poser. Le 45e anniversaire de la construction du barrage de Tignes en Savoie prend donc un relief tout particulier. En effet, autour du barrage,
Les régions agricoles bénéficient d'apports en eau gratuites et abondantes qui permettent une irrigation régulière des zones d'agriculture de montagne. Reportage Luc Bazizin, Claude Barnier. 235 millions de mètres cubes d'eau, une richesse solidement gardée par le géant de Tignes. Le barrage forme un réservoir utile à la production d'électricité et maintenant nécessaire à l'agriculture. Ici, comme partout en France, la sécheresse sévit. Avantage de cette région de montagne, la fonte des neiges alimente les cours d'eau. Résultat, plus de 20 km de tuyaux parcourent la vallée pour arroser les champs. On paye une redevance pour le matériel, pour l'achat du matériel, mais l'eau, on ne paye pas l'eau. Ça serait malheureux s'il faut payer. J'ai entendu que peut-être on allait payer l'eau, mais si on fait ça, il n'y a plus besoin d'avoir des agriculteurs en montagne. Je ne crois pas qu'on la payera l'eau. La fin de Tignes, le village qui ne voulait pas mourir, est désormais toute proche. Et avant l'inexorable montée des eaux, les hommes ont commencé leur travail de destruction. Une à une, les maisons de Tignes ont été écrasées sous le poids des bulldozers. Une ancienne habitante du village de Tignes, qui à l'époque avait fait la une de certains magazines, se souvient de sa difficile expropriation. Regretter Tignes, je le regretterai toujours. Oui, je regrette la maison où nous étions. On a été dans la peine, puis je ne peux pas vous expliquer. C'est un peu difficile d'expliquer la peine. Ce petit village a été le premier à noyer parce qu'il était en contrebas. On a retiré le plus possible de ce qu'on a pu. Et après, les bulldozers sont arrivés, ils ont démoli les maisons, puis voilà. 45 ans plus tard, le barrage alimente 2 grosses centrales hydroélectriques. Les retombées économiques, 50 millions de francs de taxes professionnelles, versées chaque année aux communes et aux départements, et 20 millions de francs pour la maintenance de l'ensemble. L'électricité et l'eau, 2 éléments qui ont transformé un paysage et une économie. En sport, le Français Laurent Jalabert a remporté pour la 2e fois de sa carrière la classique cycliste belge de la Flèche Wallonne, devançant sur la ligne d'arrivée son compatriote Luc Leblanc. Très belle victoire de Laurent Jalabert. L'événement cinématographique de la semaine, c'est la sortie du film Michael Collins, interprété par Liam Neeson. Michael Collins fut le héros très controversé de l'indépendance irlandaise dans les années 1915-1920. Ce film a provoqué une polémique en Angleterre au moment de sa sortie, car il fut un ennemi irréductible de l'armée anglaise. Polémique également en Irlande, où certains affirment qu'il fut assassiné par un autre indépendantiste irlandais, Edmond de Valera, qui allait devenir le premier chef d'État de l'Irlande indépendante. Pascal Deschamps, Christophe Hérault. Attentat sanglant, indépendantiste contre soldats de la couronne, ces images ont rarement quitté les journaux télévisés. Ce film vous fera revivre une page capitale de cette histoire irlandaise, une page écrite par un homme, Michael Collins. Celui qui à 24 ans était déjà l'ennemi public pour les Anglais. C'est lui qui dès 1916 a inventé le terrorisme à l'irlandaise, organisant une véritable armée secrète qui lui permit de rendre coup pour coup. Normal donc que le film ait provoqué outre-Manche une polémique. Fiction romancée, il retrace pourtant fidèlement l'essentiel d'un destin hors du commun. Pour moi, Michael Collins n'a jamais été un terroriste. Un combattant pour la liberté, oui. Un révolutionnaire, oui. Un terroriste, non. Ce n'est pas parce qu'il était à la tête d'une armée sans uniforme qu'il doit être jugé. Quand on parle de violence, les gens ont toujours un point de vue partial. Nos amis de la police royale irlandaise aimeraient bien me faire taire. Eh oui, me remettre en prison, me tuer, qui sait. Mais j'aimerais que vous leur envoyiez un message. Si jamais ils me font taire, qui prendra ma place ? Après 4 ans de lutte sans merci, Michael Collins accula les Anglais à la trêve en 1921. Il accepte alors de signer le traité qui coupe l'Irlande en deux. Seul le Sud obtient un début d'indépendance. On le désavoue dans son propre camp. Je t'assure que personne n'aurait pu faire mieux, Harry. Oh, mais ça, c'est l'abandon du Nord. La division du pays. Tu n'espères tout de même pas que nous allons accepter de prêter serment d'allégeance à la couronne? Ils ne peuvent pas nous accorder la République, ça dépasse leur entendement. L'accord qu'il a négocié a fixé, en gros, l'état dans lequel l'Irlande se trouve aujourd'hui. Il avait 30 ans, cela fait plus de 75 ans. Personne n'a été capable d'obtenir davantage malgré des décennies de violence.
Considéré comme un traître, assassiné en 1922, Michael Collins cristallise encore aujourd'hui les haines, les aspirations et les rancœurs de tous les acteurs de la dernière et de la plus longue guerre civile du continent européen. Le printemps de Bourges, comme son nom l'indique, éclot chaque année à cette époque. C'est devenu un classique où l'on peut entendre tous les genres de musique avec des artistes en devenir et d'autres confirmés. Reportage Louis Carzou et Hervé Pozzo. Lorsque les canaux de Bourges prennent les couleurs de l'Amazonie, pas de mystère, c'est l'effet. A Primavera de Bourges. Pour sa 21e édition, le festival s'est ouvert sur des tempos latinos, avec comme toujours le cocktail à succès du printemps, 2 tiers de jeunes pousses, 1 tiers de vedettes, chaud devant. Je suis amoureux, encore une fois, être amoureux c'est pas la joie, surtout quand la fille ne l'est pas, de vous mettre d'un autre que moi. Je voudrais lui dire et la séduire, mais ça vraiment je n'ose pas. Je voudrais la serrer. Première invitée de la fête, la salsa en version française, entonnée par Benny Brillant, avec l'aide de 6 musiciens cubains et une vraie passion pour cette musique métisse. C'est bon pour un gars comme moi. Quand vous écoutez un air de salsa, il y a les percussions qui viennent d'Afrique, il y a les cuivres qui viennent des grands orchestres de jazz, et il y a les mélodies qui viennent d'Europe, parce que les mélodies sont très souvent hispanisantes, très européennes, italiennes, françaises, et même je me suis laissé dire que par exemple le cha-cha-cha, l'origine du cha-cha-cha c'est une danse française qui est la contredanse, qui a été apportée par les boucaniers du XVIIIe siècle. Pour la version originale, il suffisait de suivre la belle Fernanda Abreu. Cette brésilienne mélange funk et samba, ses refrains frisent les pamphlets, et lorsqu'elle arrive sur scène habillée de fer blanc, ce n'est pas seulement pour le plaisir des yeux. Ces poils en fer blanc, c'est un symbole. Pour moi, cela montre que l'on peut transformer la pauvreté en une source de richesse culturelle. Et pour ceux qui ont préféré faire les Loirs au lieu de venir dans le Cher, bonne nouvelle, Fernanda Abreu sera bientôt en concert à Paris. Mort à l'âge de 59 ans de Roland Topor, dessinateur, réalisateur, peintre, humoriste, scénariste, comédien, un provocateur né. « Je panique dont je me marre » était sa seule devise. Imaginez un pays dont tous les livres, des plus courants aux plus précieux, auraient disparu. Plus un seul témoignage du passé. C'est ce qui est arrivé au Cambodge, soumis à la terreur du pouvoir des Khmers rouges de 1975 à 1979. Mais aujourd'hui, 18 ans après cette terrible période qui se traduisit également par un génocide de plusieurs millions de personnes, la découverte par un spécialiste français de l'école d'Extrême-Orient de la seule bibliothèque qui ait été épargnée par ce véritable massacre culturel. Notre enquête de ce soir, menée par Geneviève Moll et Claude Barnier, est intitulée « Tant qu'il y aura des livres ». Il faut partir à la lumière rasante du petit matin et remonter le Mékong en bateau pendant 2 heures pour arriver avant la canicule à Punt May. C'est un tout petit village avec une toute petite pagode à 200 km au nord de Phnom Penh. Depuis 5 mois, ce Piep apprend à déchiffrer et à classer un trésor. Des manuscrits d'il y a 3 siècles, gravés en khmer ancien sur des feuilles de latanier. Il y a ici 2340 liasses et c'est un miracle, dans un pays où toute la culture écrite a été effacée. Pendant 4 ans, entre 1975 et 1979, les Khmers rouges ont assassiné tous les intellectuels, puis tous ceux qui osaient résister au nouvel ordre de Pol Pot. Un génocide de 2 millions de personnes. Les villes, comme Phnom Penh, ont été vidées de leurs habitants. Les campagnes se sont peuplées d'êtres faméliques, soumis aux pires tortures. Des centaines de milliers d'enfants ont disparu. Ensuite, 10 ans d'occupation vietnamienne, de quoi décérébrer un peuple, lui faire oublier son identité, le mutiler de sa culture. Les manuscrits du Cambodge ont été effroyablement détruits. Sur le nombre de monastères que nous avons visités, sur 680 monastères que nous avons visités, 83% ont tout perdu. Mais dans ceux dans lesquels il reste encore quelque chose, il reste que des fragments, des misères. Ça donne au monastère de Punt May un intérêt absolument extraordinaire, dans la mesure où sur 680 monastères visités, il y en a 3000 au Cambodge, c'est le seul où, semble-t-il, la bibliothèque n'a pas été détruite. Olivier, qui est le seul Français à lire le Khmer ancien,
recherche depuis 7 ans les manuscrits perdus. À la fin de l'année dernière, on lui parle de cette pagode et de cette bibliothèque qui contient à la fois des textes liturgiques et, ce qui est beaucoup plus rare, de la littérature, les grands textes narratifs cambodgiens. La bibliothèque a été sauvée par 5 bonzes, dont ce vieil homme, âgé aujourd'hui de 80 ans, alors que les Khmers rouges avaient déjà investi le village. C'était de nuit. Nous avons mis les manuscrits dans des chars à bœufs. C'était quand? Du temps de Pol Pot, juste avant que la pagode ne soit détruite par les Khmers rouges. Et le vieil homme a dissimulé les manuscrits dans ce grenier. Ensuite, dans les années 80, il les a rendus à la pagode, mais dans un désordre indescriptible. Lorsqu'il les a découverts à la fin de l'année dernière, Olivier a formé Sotiep et Anne qui les ont reclassés. Bien sûr, avant de reconstituer les liasses, il faut les remettre en état. Dès qu'un manuscrit est complet, Olivier le saisit sur son ordinateur. Il recrée ainsi, petit à petit, la mémoire du Cambodge, malgré les difficultés d'accès à ces textes. Il y a plusieurs difficultés. D'abord, il y a la forme des lettres, qui n'est pas familière aux jeunes. Et ensuite, il y a le fait que l'orthographe n'est pas fixée, c'est-à-dire qu'il y a des variantes orthographiques. Le même mot peut s'écrire de plusieurs façons sur le même feuillet, ce qui complique évidemment la lecture. Grâce à ce travail, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'école française d'Extrême-Orient, les jeunes bonzes de Punt Mey peuvent retourner aux sources de la liturgie bouddhiste. Dans quelques instants, la météo, Sophie Davant, 20h50, votre série L'Instit, suivie de Ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Dernier journal aux alentours de minuit, Florence Daucher. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le vice-président de l'UDF, Pierre Meignery. 13h, Philippe Lefebvre. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.